Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Dealmaker Show. Une émission spéciale puisqu'elle est dédiée aux fonds et aux participations qui sont performances, des duos qui fonctionnent. Alors on va avoir de belles illustrations aujourd'hui sur le plateau. Tout d'abord, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie Château. Vous êtes associée au sein du fonds d'investissement LBO France, un fonds pionnier et majeur du private equity depuis à peu près 30 ans. Vous avez actuellement d'ailleurs 3 milliards d'euros sous gestion. Bienvenue sur ce plateau et merci d'être parmi nous. Ravi. Merci Béatrice. Nous avons également Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Béatrice. Olivier Bergel, vous êtes associé gérant du cabinet d'avocats LLberg, un cabinet qui est dédié notamment aux conseils d'entreprises de taille intermédiaire et également de fonds d'investissement, et vous les accompagnez sur toutes leurs opérations de private equity mais aussi de M&A. C'est le cas. Merci beaucoup d'Olivier d'être parmi nous. Également, je suis avec Xavier Morcillo. Bonjour Xavier. Alors, vous êtes le président fondateur d'une ESN qui s'appelle Amexio Group, qui est spécialisée dans les solutions de gestion documentaire. Et vous êtes accompagné par Qualium Investissement, qui a investi chez vous il y a maintenant 1 an et demi, c'est ça ? Presque, c'est ça. Alors, Qualium Investissement qui est représenté aujourd'hui par Guillaume Perros, vous êtes associé. Qualium Investissement, c'est un acteur historique également du private equity, historiquement créé par la CDC, mais vous avez pris votre indépendance il y a plusieurs années maintenant, et vous avez aujourd'hui environ 1 milliard d'euros sous gestion, c'est ça ? Absolument. En tout cas, merci beaucoup tous les 4 d'être là parmi nous. Donc, on va effectivement parler des facteurs clés de succès qui font qu'un duo fonds d'investissement et puis sa participation fonctionne. Un fonds d'investissement, c'est évidemment quelqu'un qui va permettre de financer la croissance d'une société, mais pas que. Alors, je me tourne d'abord vers Xavier. Qualium donc a investi il y a à peu près 1 an et demi au sein de votre ESN. Déjà, comment ça s'est fait ce match entre vous? Puisque j'imagine que vous n'avez pas demandé qu'à Qualium, vous avez rencontré d'autres investisseurs. Pourquoi votre choix s'est porté sur ce fonds et comment tout ça s'est mis en place? Alors, effectivement, on a regardé un peu ce que proposait le marché en me faisant accompagner par une boutique de M&A pour mener à bien ce process. J'ai rencontré en mode assez rapide une grosse dizaine de fonds. Ensuite, principe d'entonnoir, est-ce que eux ont envie d'aller un peu plus loin dans l'histoire, dans la découverte d'Amexio? Est-ce que moi j'ai aussi envie d'en savoir plus sur ce que chaque fonds a pu faire, les personnes avec qui je peux me projeter sur plusieurs années, avec un fonctionnement assez étroit aussi, et donc naturellement il est ressorti quelques fonds, et puis le choix de Qualium a été pas naturel mais presque, parce que par rapport aux autres comparables il y avait un modèle à peu près équivalent, et ce qui a fait la différence, c'est effectivement le fait de pouvoir rentrer en contact avec une participation qui a déjà pu travailler avec Qualium, et puis aussi l'aspect humain, le fit, puisque il y avait un binôme, donc il y avait Guillaume, il y avait Pierre, avec lesquels je me projetais, je me voyais très bien échanger, discuter, fonctionner et créer de la valeur sur du court et moyen terme. Donc voilà, on a dit oui. Voilà. Même question pour vous finalement, pourquoi Amexio, pourquoi pas une autre société, et comment vous avez fait vos due deals finalement pour choisir d'investir dans cette société? Amexio, c'est une très belle entreprise au sens où elle réunit et c'est assez exceptionnel, plusieurs qualités. Déjà, c'est une société qui naturellement est en forte croissance. Elle est portée par les enjeux de digitalisation des entreprises. Elle accompagne des entreprises de très belle taille, principalement des institutions financières, des institutions publiques, et plus largement des très belles ETI, et dans la durée, ce qui lui donne beaucoup de visibilité, beaucoup de récurrence sur son activité. Elle arrive à fédérer, c'est un métier de service, des gens de talent, et à les fidéliser dans le temps,
parce que les projets qu'elle leur propose sont de qualité et parce que la société est en croissance, donc elle propose des évolutions. Donc rentabilité, croissance, récurrence, on dirait que c'est l'archétype de la société parfaite. Donc il y a toujours au départ cette analyse un peu fondamentale qu'on fait, et puis ensuite il y a une aventure humaine. Donc c'est est-ce qu'on est en harmonie avec les valeurs, l'ambition du dirigeant fondateur et de son équipe. Xavier parlait de l'équipe Qualium et nous on a rencontré Xavier et son équipe et on a l'impression qu'on avait à peu près la même ambition et qu'on était d'accord aussi sur le chemin pour atteindre cette ambition. Et donc très naturellement, une sorte de coup de foudre, en tout cas de notre point de vue, et on a essayé de faire en sorte que ce coup de foudre soit réciproque. Et voilà. Et à date, je crois on sort à peine de la lune de miel, quoi. Voilà. Mais... Et ça va, c'est pas trop dur, le post-lune de miel, vous entendez encore? Moi, je suis encore personnellement dans l'euphorie, j'espère que ça va durer. Voilà, non, mais ça se passe très bien. Et évidemment, on est tout à fait conscient on a tous notre personnalité, notre approche, et je pense que c'est important d'être, parce que c'est difficile, parce qu'à la fois on veut être séduisant parce qu'on a envie de emporter le process, et en même temps il faut qu'on soit dans le juste pour que une fois le mariage ou les fiançailles conclues, il n'y ait pas de déception ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Faut savoir tenir ses promesses. Exactement. Sophie, vous avez combien de sociétés en portefeuille au sein d'Albéo France aujourd'hui? Alors on a plusieurs stratégies, mais on doit avoir une trentaine de sociétés en portefeuille. Alors parmi ces 30 sociétés, est-ce que vous avez quelques pépites que vous voulez bien citer et nous raconter un peu comment ça s'est fait cette success story entre vous? On a pas mal de pépites, mais on peut en citer plusieurs. La première, par exemple, c'est Moustache, dans les vélos électriques. Alors pour dire que c'est vrai que cet alliage-là, et je rejoins complètement Guillaume, il y a évidemment un process, on est dans un marché concurrentiel, donc il faut que le prix soit relativement aligné. Mais après, c'est vrai que c'est l'alchimie entre les équipes et le dirigeant et le fait ça reste un partenariat. Surtout quand on est dans une optique de détention majoritaire, ce qui est le cas chez nous essentiellement. La particularité aussi, c'est que on a l'équipe d'investissement et on a aussi l'équipe opérationnelle. Donc c'est vraiment une relation aussi tripartite pour en fait adresser un certain nombre de problématiques. Donc, par exemple, si je prends Moustache, alors Moustache, c'est une société qui est assez emblématique parce que c'est le vélo, parce que ils sont dans une région, ils sont basés à Thaon-les-Vosges, donc près d'Épinal. Et c'est aussi c'est une success story puisqu'on se retrouve finalement dans un territoire qui au départ, est pas évident et dans lequel en fait il y a une véritable filière vélo qui a émergé. Donc ça c'est le point important. Et après cette équipe, je cite peut-être cet exemple, ça a été aussi une réflexion menée sur la supply chain et le fait par exemple, parce que c'est des choses dont on parle beaucoup, la réindustrialisation, la relocalisation, donc de mettre une partie de la production de Moustache en Europe et en France en recréant une filière notamment de fonderie pour les cadres, etc. Voilà, donc ça c'est un bel exemple je trouve de success story à la française on va dire. Alors Olivier, vous êtes conseil, vous accompagnez ces opérations, vous faites en sorte que tout se passe bien, en tout cas d'un point de vue juridique. Récemment, vous êtes intervenu sur la prise de participation d'Ardian au sein de Monveto. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette success story et puis surtout comment vous l'avez accompagnée et quels sont les sujets juridiques qui sont aujourd'hui essentiels à prendre en compte pour faire en sorte que le deal se fasse dans les bonnes conditions et puis que la suite se déroule également dans de bonnes conditions. C'est vrai que l'objet de ce talk, c'est de parler d'un duo. Et la réussite d'un duo, elle se fait avant. Dans le cas des négociations, elle se fait après. Avant, vous avez parlé, et Guillaume en a parlé à juste titre, de la loyauté, de la transparence et du fait qu'il est très important qu'il y ait une forme de cohérence dans ce qui est promis dans le cas des négociations et ce qui va être déroulé après dans le cadre de la vie du deal. Et donc, c'est une question effectivement de transparence. Et c'était le cas dans les discussions entre les dirigeants fondateurs de Monveto et d'Ardian. Il y a un deuxième paramètre, pour en avoir un petit peu parlé avec Xavier tout à l'heure, qui est très important et qu'on retrouve de manière assez récurrente sur les opérations, c'est que le fondateur ressente que l'investisseur comprenne son business, comprenne la valeur de son business, comprenne sa vision et qu'il y ait une véritable empathie là-dessus, et c'est pas toujours le cas malheureusement. Et la clé de la réussite d'un duo, c'est est-ce que l'investisseur a compris à quel point la société avait une valeur à la fois financière et stratégique. Et
le match ne se fait pas toujours. Il n'y a pas un match toujours parce que on estime que la société n'a pas cette valeur stratégique, n'a pas cette valeur financière. Et quand il y a cette empathie, quand il y a cette rencontre, une convergence sur la valeur de l'entreprise, c'est très important. Et c'est ce qui s'est passé sur cette opération, et semble-t-il sur la vôtre également. Alors, Xavier, maintenant que la lune de miel est terminée, qu'est-ce que, si vous vous retournez derrière ces 18 derniers mois, qu'est-ce que ça vous a permis, en fait, d'avoir Qualium au centre du capital? Qu'est-ce que ça vous a permis de réaliser? Alors, ça m'a déjà permis de me sentir plus fort, parce que bon, j'ai un vernis en finance, mais un vernis peut vite se retirer, de me focaliser un peu plus sur mon core business et pouvoir partager des réflexions et prendre des décisions avec une meilleure analyse, plus fine, plus large, plus profonde. Voilà. Et ça se traduit comment? Ça se traduit avec des ambitions revues à la hausse, aller plus loin, un peu plus vite, sans changer l'ADN. Donc ça, ce sont des belles théories. C'est aussi ce qu'on avait prévu dans un BP initial sur lequel on s'entendait. Et puis lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, effectivement, après une grosse année ou 18 mois, on se rend compte que entre la théorie et la réalité, eh bien, il n'y a pas d'écart. Ou s'il y a un écart, il est positif puisqu'on était là un petit peu plus vite que ce qui était prévu initialement. Donc le mariage de la lune de miel a été bonne aussi parce que il y avait effectivement une certaine une transparence sur on est prêt à faire une aventure ensemble de plusieurs années. Les règles sont claires, rien n'est caché, et dès les premiers mois, dès les premiers trimestres ou semestres, on voit que ce qui est dit est réalisé, et derrière, je pense que on est tous en mode confiance et on a envie d'aller de l'avant et d'accélérer. Voilà. Il y a eu également évidemment des résultats sur la croissance organique, sur la croissance externe. Comment ça s'est passé? Comment vous les avez accompagnés sur ces deux thématiques? Croissance organique, objectivement, très peu. Il y a vraiment cet ADN, cette capacité portée à la fois par un marché et encore une fois une capacité à fédérer des gens de talent autour dans les métiers de service qui ont permis à l'entreprise de croître, de continuer à croître à plus de 10% de manière organique. C'est quand même assez phénoménal vu le contexte de marché global. Sur la croissance externe aussi, je crois qu'il faut rester extrêmement humble et modeste. Enfin, on a un dirigeant fondateur qui a créé cette société il y a 17 ans. 17 ans. Notre intelligence de marché pour identifier les bonnes cibles, et c'est Xavier qui l'a, principalement. Nous, évidemment, on a des filets, des relations avec des banques d'affaires qui nous apportent certains projets, et donc on soumet immédiatement à Xavier, mais à l'initiative de la démarche, et encore une fois, on a des métiers avec de la technologie, avec du talent, c'est Xavier qui finalement source les projets, et nous, je pense que là où on peut être utile, alors originellement, je pense, mais on n'en parle pas nécessairement tout le temps, mais je pense que pour un dirigeant fondateur, et dans une transaction de type LBO, il y a toujours une réalisation de patrimoine. Je pense que le fait de se sécuriser en partie, ça permet peut-être de voir les choses plus grands et de prendre un peu plus de risques. Voilà. Ensuite, on apporte des moyens financiers qui sont instantanément mis à disposition de par le capital qu'on a réservé pour soutenir le projet et par l'écosystème qu'on construit avec des partenaires financiers, des banques, des fonds de dette, etc. Donc on sait que finalement le sujet du financement sera pas le problème. Donc on se concentre sur est-ce que c'est une bonne cible, est-ce qu'on s'est bien intégré, est-ce que de la même manière qu'on a senti ce fit culturel, business avec Xavier, on sent ce fit avec la contrepartie. Et voilà. Ensuite, il s'avère qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient été amorcées. On est sur du temps long aussi parfois par Xavier, et on a quelque part récolté les bénéfices et les fruits des graines que Xavier avait semées avant que nous n'arrivions. Donc merci beaucoup. Voilà. On l'avait en partie capturé dans la valorisation, mais c'est quand même toujours plus beau quand ça se réalise. Et je rebondis sur tout ce qui avait été promis par nous. On a essayé
d'être à la hauteur de nos promesses. Et Xavier n'a fait que dépasser ses promesses, ce qui fait que la lune de miel a duré longtemps, dure encore, voilà. Et puis ensuite, plus récemment, mais je vais peut-être passer la main à Xavier, on a trouvé cette cible qui permettait à Amexio qui était déjà une société internationalisée, ce qui est pas souvent le cas d'une société de services informatiques avec de la technologie. On a du mal à naturellement sortir de ces frontières, mais qui offrait vraiment une part de marché quasiment dominante en Belgique, Luxembourg, où on est déjà présent, mais également aux Pays-Bas, qui est un nouveau pays. Et on a conclu cette opération avec Xavier juste avant l'été, voilà. À côté de cela, le développement organique, j'ai évoqué 10-15%, il a été assez largement dépassé par des conquêtes clients majeures. Voilà. Cette année, on va être entre 18 et 20% de croissance organique, tout en ayant fait une acquisition transformante. Voilà. Donc effectivement, les synergies sont là. On aligne nos réseaux, nos connexions, avec un fait d'usage très très faible sur ces bases de connaissances, et ça nous permet d'aller plus vite, plus loin. Et effectivement, d'ailleurs, in fine, c'est les chiffres que l'on voit en bas de page et qui se vérifient, quoi. Cette acquisition, alors, c'est Accolade Digital, voilà. Donc qui va faire peu ou prou 35 millions d'euros cette année, en sachant que nous on devrait faire en organique un passage de 40 à 76-68 millions. Donc si on réunit l'ensemble, on passe une part psychologique à 3 chiffres. Voilà. L'acquisition qui a été faite juste avant l'été, c'est bien ça. Donc c'est l'heure de l'intégration. LBO France, comment vous accompagnez justement la croissance des entreprises que vous avez en portefeuille post-deal, une fois que c'est signé, que c'est closé, qu'est-ce qui se passe après? Alors, encore une fois, pendant le deal, c'est aussi l'occasion de discuter de la feuille de route, de l'alignement, de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, il y a une partie, et c'est vrai, croissance organique que fait la société, et puis il y a effectivement cette partie croissance externe. Souvent, les sociétés sont des leaders dans leur marché, qui est plutôt un marché, on va dire, de niche, qui est souvent fractionné et pour lequel notamment il y a cette croissance à l'étranger pour continuer l'histoire. Donc, alors par exemple, on a des sociétés, on a une société qui était Vetrolit, donc c'était une société italienne, on a une équipe italienne. Vetrolit, en fait, ça fait tout ce qui est façonnage et design en fait de bouteilles pour des petites séries, donc bouteilles de vodka, de gin, voilà, avec un très très joli design. Leur premier marché, c'est la France, parce que notamment c'est les bouteilles de rosé, parce que les bouteilles de rosé ont besoin de se différencier pour se vendre. Donc voilà, donc il y en a un certain nombre, c'est Vetrolit qui les a faites. Cette tradition, ils sont basés à côté de Venise, de Verre, donc ils designent les moules, ils ne fabriquent pas. Et donc forcément, nous en tant qu'équipe transfrontalière, sur le marché français, sur ces bouteilles-là, on va les aider, ouvrir le marché. Ils ont fait aussi on a regardé des cibles avec eux de croissance externe. Donc on a aussi on a regardé aux États-Unis, donc le marché de la tequila, la vodka, parce que tout ça c'est très long. Ça peut être un facteur de dispersion important pour le manager. Et donc on va essayer de les aider sur ce sujet-là. Il y a peut-être un sujet aussi. Ouais. Alors je prends un autre exemple qui est aussi important, c'est qu'on a aussi parfois des sociétés pour lequel on a un fondateur, et puis finalement le LBO c'est aussi un moyen de transmission, et qui est à l'extérieur de la famille. Et donc il y a aussi cette montée en puissance de recruter en fait un directeur général, d'avoir 1 ou 2 ans pour l'accompagner en fait dans sa prise de fonction, que le fondateur aussi prenne un peu de recul, parce que c'est jamais évident quand vous avez été 40 ans en commande de votre société qui est votre bébé. Et ça aussi, je pense que l'expérience, notamment dans l'équipe opérationnelle, des ressources humaines, même de staffer, d'avoir un directeur juridique, un directeur financier, enfin voilà, de mettre en place en fait tout ce dispositif humain pour accompagner en fait la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie aussi de faire, toujours évidemment en partenariat avec le dirigeant. Alors Olivier, en qualité de conseil, vous avez un regard privilégié en fait sur les deals, sur leur réalisation évidemment, et puis le post-closing, vous avez aussi vous suivez ça de près, j'imagine, au-delà de... Le moins possible. Le moins possible. Avouez quand même que vous aimez bien regarder. Il n'y a pas de lune de miel pour les avocats. Il n'y a pas de lune de miel. Bon, ok. Vous oubliez tous les deals une fois qu'ils sont signés, donc quand même pas. Mais ils nous rattrapent. Alors, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui sur le marché? On a beaucoup dit que finalement, le marché du private equity s'est été énormément essoufflé en 2023, qu'il y avait eu des années extrêmement fastes. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Je vais vous répondre sur le contexte, mais je voudrais rebondir sur Guillaume, parce que je reconnais son humilité et son aptitude à sous-estimer la valeur de
de leur contribution sur les build-up. Effectivement, il faut mettre au crédit du dirigeant le sourcing des opérations parce qu'il connaît son marché, effectivement, et il a la relation avec le dirigeant cible. Donc effectivement, le sourcing est très important, il faut le souligner. Mais le partage de charge mentale d'un dirigeant fondateur qui est seul est très important, et les investisseurs, quand ils sont au capital et quand ils sont à bord, ils apportent énormément ça. Ce partage de charge mentale, ils apportent la lecture du marché, ils apportent le process, ils apportent l'optimisation sur les acquisitions, et souvent ces ETI ne sont pas encore complètement outillés pour faire des opérations de taille significative, et les équipes des fonds aident énormément. Donc je me permets de pondérer un peu et de dire, de rétablir la vérité sur la valeur de votre contribution sur les opérations, notamment de croissance externe, au-delà de l'accompagnement dans l'exploitation. Et si je peux me permettre, Olivier, pour enrichir ce que tu viens de dire à l'instant, j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais auparavant, on était dans 5 pays, on est passé à 9 pays. Et auparavant, j'ai fait quelques build-up, tout seul, avec mes 2 mains, sur des cibles faisant entre 2 millions et 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensemble, on a créé une structure qui fait 35. Seul, j'aurais pas pu le faire. Donc ça montre bien que le fait de partager des dossiers, une lecture, et travailler ensemble sur des dossiers, tout ce qu'a dit et Olivier se vérifie avec les chiffres que je viens de mentionner là. Donc il y a pas de débat. Le deal maker, il est au rendez-vous. Voilà. Après, sur le marché, de mon point de vue, effectivement, on en avait parlé il y a quelques mois ensemble. On était parti d'un constat début 2023 qui est un constat assez évident, où on avait effectivement une tension sur la dette avec une compensation partielle par les fonds de dette privés, des résultats en demi-teinte de beaucoup de cibles, mais qui tenaient. Et on s'est retrouvé en fin de semestre, qui est un peu notre saisonnalité sur le LBO mid-cap, avec quand même un certain nombre de closings qui se sont réalisés, et finalement une fin de semestre relativement satisfaisante sur le deal flow, même si elle n'était pas à l'image de ce qu'on a pu connaître sur 2020, 2022, 2021 et 2022. Alors aujourd'hui, si vous faites des déjeuners avec l'ensemble des acteurs du private equity, c'est vrai que vous allez sentir prioritairement une frilosité. C'est-à-dire que le moral des opérateurs est au plus bas. En tout cas, il est relativement terne. Mais en tant que témoin direct, encore une fois, nous les avocats, on est quand même des témoins directs de la réalité de la matérialisation des deals. Ce que je peux vous dire, c'est que tous nos amis commissaires aux comptes et qui ont eu l'occasion et l'opportunité de voir les chiffres des boîtes ne sont pas si alarmistes que ça. Que sur certains actifs de qualité, aujourd'hui, les banques répondent présentes à des conditions qui ne se sont pas aggravées. Les conditions ne se sont pas aggravées sur le marché de la dette bancaire. Qu'aujourd'hui, des opérations sont dans le pipe, chez nous comme chez beaucoup de mes confrères, à des stades très avancés, sur des actifs de grosse taille. Donc le large cap n'est pas mort. Le upper mid cap / large cap n'est pas mort, pas du tout. Il y a des opérations qui se font et qui se négocient en ce moment, avec des financiers qui sont au rendez-vous, des fonds qui ont un véritable appétit, et des trajectoires sur les cibles qui sont tout ce qu'il y a de plus optimiste. Évidemment, ce n'est pas la majorité des opérations. Évidemment, il faut se préparer à quelques mois de prudence et de rationalisation de ce deal flow, parce que il faut dire quand même que depuis 2020, tous dans nos campagnes ou dans nos appartements, on a été extrêmement très occupés, et de manière assez exponentielle jusqu'à 22. Mais en 23, il y a des opérations et beaucoup de gens arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et ça aide aussi pour le recrutement, il faut le dire aussi. Parce qu'on est quand même beaucoup à avoir eu des difficultés à recruter des talents de qualité jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, ça a un effet assez vertueux sur le recrutement et sur la capacité à pouvoir faire revenir des talents, puisque le marché du recrutement est moins booming, et les talents, c'est le nerf de la guerre. C'est la guerre des talents. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qui est très important. Donc voilà un peu ma vision en ma qualité de témoin privilégié. Et les deux représentants de fonds d'investissement, ils le ressentent comment? Est-ce qu'il y a des deals dans le pipe pour la fin de l'année et puis même pour début 2024? Oui, il y a des deals. Après, c'est vrai que nous, on voit quand même un ralentissement, un peu plus sur le mid cap que sur le small cap. Et le ralentissement est en plus en fait la capacité effectivement à analyser véritablement le current trading des sociétés, puisque c'est un peu moins lisible, la conjoncture est plus compliquée. Donc après, il y a toujours des choses à faire. Je pense que l'idée c'est aussi d'être un peu opportuniste, de tirer son épingle du jeu. Puis on est là aussi sur le moyen terme, donc il faut se projeter dans des histoires de croissance, comme toujours. Donc ça dépend des secteurs aussi.
Oui. Alors, on change aussi un peu de paradigme, paradoxalement. C'est-à-dire que on était très porté sur de la croissance. Il s'avère que les valeurs de croissance sont celles qui, à date, ont été le plus corrigées par l'augmentation du coût de l'argent. Donc, avec finalement une espèce de, on est les fondamentaux business restent là, profonds, long terme. Mais on se demande à quel niveau de valorisation il faut appréhender ces entreprises et leur potentiel de croissance. Voilà, est-ce que taux d'actualisation, rareté de l'argent, donc voilà. Mais donc il y a cette thématique-là de dire ça reste une bonne thématique, mais où est le juste prix? Et les valeurs, elles s'étaient beaucoup enflammées. Je crois qu'on est objectivement, il y a des fondamentaux qui restent très positifs sur le capital investissement parce qu'on est sur du temps long. Quelque part, on peut subir des moments de choc conjoncturel, des volatilités. On est là justement pour les dépasser. C'est aussi ce qu'on promet à nos investisseurs. Et on est contraint parce que on a des clients qui nous confient de l'argent et qui souhaitent qu'on le déploie à un certain rythme avec une exigence de rentabilité la plus élevée possible. Mais on s'oblige à faire des deals. Comme on s'oblige à faire des deals, et on est à l'acquisition. Et en parallèle, on doit rendre l'argent à nos investisseurs. Donc je sais pas quelles sont les proportions, mais il y a tout ce fond de marché dit de transactions secondaires, et on a des très belles boîtes qui ont encore des perspectives de croissance. La question est de savoir, dans l'attentisme et la frilosité dans laquelle on entre, et il y a des facteurs exogènes de marché qui sautent aux yeux, j'ai pas besoin de les rappeler, mais comment va s'équilibrer les choses en termes de valeur entre l'offre et la demande pour que les transactions reprennent. Voilà. Moi, je m'attends, et encore une fois, j'ai 9 chances sur 10 de me tromper, mais est-ce qu'il y a une forme d'attentisme qui se prolonge, qui démarre et jusqu'au courant de l'année 2024, et ensuite tout aura décanté, on aura peut-être les idées plus claires, et les choses vont à nouveau se conclure. Voilà. Et je suis absolument pas inquiet, en tout cas, sur les perspectives long terme et fondamentales de nos métiers. Le besoin des fondateurs, créateurs d'entreprises, de réaliser leur patrimoine, d'alléger leur charge mentale, de trouver des partenaires pour aller au-delà de leurs ambitions, la volonté des divers agents économiques à financer le tissu économique à travers le private equity, tout ça est naturellement positif. Et peut-être que cette capacité à faire des deals en alignant les intérêts des actionnaires, des dirigeants, des salariés, en essayant de partager la valeur le plus équitablement possible, c'est peut-être la meilleure des réponses pour traverser un contexte macroéconomique qui est peut-être un peu nuageux. Voilà. Puis, je pourrais peut-être rajouter, dans la partie conjoncturelle, en fait, ce qu'on voit, c'est une dichotomie dans les secteurs. C'est-à-dire que des secteurs résilients, avec des fondamentaux, justement, l'informatique au sens large, la santé, l'éducation, je veux dire, les prix ne baissent pas, voire ils sont toujours très élevés. Nous, on a fait une transaction à l'été sur une société qu'on a vendue pas loin de 3 fois la mise, mais tout simplement parce que tous ces fondamentaux étaient là. Donc il y a ça, et en revanche, il y a un marché qui est plus gris pour le reste. Voilà, donc je dirais que c'est l'écart type est beaucoup plus hétérogène qu'avant. Je rejoins Sophie, dans un contexte comme ça un petit peu atone, les actifs de grande qualité sont encore plus saillants en fait. Ils ont une valeur qui est encore plus importante. Parce qu'on les voit encore plus. Voilà. Alors vous êtes plutôt finalement optimiste, raisonnable, mais optimiste. Et puis surtout vous, puisque vous venez de lever plus de 500 millions d'euros pour votre 3e millésime, c'est ça? Absolument. Ça s'est passé quoi? Alors à ce qui paraît, on peut plus on entend qu'il est difficile de récolter des fonds, d'atteindre ces objectifs. Comment ça s'est passé? Et puis finalement vous êtes la preuve que ça fonctionne encore. Oui, alors je pense qu'à la fois on est évidemment extrêmement heureux et fiers de la confiance que les investisseurs nous ont faite. Il s'avère que on annonce la fin de notre closing à un moment où je pense qu'on est peut-être dans un des points les plus bas en termes de capacité de levée de fonds. Donc il y a un effet miroir, mais en réalité c'est le résultat d'un effort qui a démarré il y a 18 mois. Voilà. Et donc là-dedans le timing est quand même essentiel. Nous on a eu quelque part et c'est vraiment une chance parce que c'est pas prémédité, on n'avait pas anticipé ce qui allait se passer, mais de démarrer à un moment où le marché était encore fertile, de bénéficier d'une séquence de deals, de sorties, d'acquisitions qui était intéressante, et finalement d'avoir été en capacité de sécuriser notre levée de fonds avant que les choses ne se durcissent.
Et on a fini par presque bénéficier de ce contexte-là, parce que là où certains acteurs, nos confrères, hésitaient à aller sur le marché, nous on était là, on était en train de finir notre levée de fonds, et des gens qui avaient des programmes d'investissement sur du capital investissement, small mid cap français, se sont intéressés à nous. Et peut-être que dans un marché plus dynamique, on n'aurait pas eu le bénéfice. Voilà. Mais et puis il y a eu aussi, évidemment, on est dans un marché extrêmement il y a pas de secret, il faut délivrer la performance. On avait des clients contents, on avait déjà fait ce qu'on appelle du DPI sur le fonds précédent, parce qu'il y a cette relation de long terme avec ces investisseurs cœur où finalement ils réinvestissent à mesure qu'on leur rend de l'argent. Et puis ensuite, on a été dans un moment de marché qui restait, je pense, encore agréable pour les sociétés d'investissement comme nous, et donc qui nous a permis de finir là cet été au-delà de notre objectif, et on en est très content. Et levée de fonds, vous les ressentez comment en ce moment? Tout a été dit. C'est vrai que d'abord bravo, bravo à Qualium. Et puis effectivement, le contexte est plus dur. Il s'est durci depuis un certain temps. Après, on connaît les raisons. Les institutionnels, ont moins d'argent. Il y a effectivement, il y a aussi un fléchage plus vers la dette par rapport à l'equity. Donc il y a de l'arbitrage. Je veux dire que toute typologie d'investisseurs, il y a moins de sorties, donc moins d'argent à remettre au travail. Donc tout ça fait qu'effectivement, le contexte va être plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au marché pour conclure? Sur une note positive, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au marché du private equity pour cette fin d'année et puis pour un bon démarrage de 2024? Plusieurs choses. D'une part, effectivement, comme on l'a dit un peu précédemment, mais d'essayer d'objectiver, de rationaliser les choses et de voir ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a énormément d'éléments positifs dans ce marché, y compris en ce moment. Et deuxièmement, peut-être de fléchir un petit peu et de faire évoluer son modèle vers plus de partage de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé de ce genre de choses, chez vous notamment, mais le partage de valeur doit être élargi, doit être considéré. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de valeur dans une entreprise. Et à l'instar de ce qui se fait dans pas mal de pays étrangers, les questions de management package, les questions d'élargissement de l'equity doivent être... ce sont des dossiers qui doivent être réouverts et reconsidérés. Notre marché a évolué, il a montré sa capacité à innover en permanence. On le voit dans les deals, on le voit dans la structuration des deals. Et le partage de valeur est à mon avis, un des thèmes de la prochaine décennie. C'est un sujet pour vous, Xavier, puisque vous avez un actionnariat salarié. Oui, à la création d'Amexio, on a mis en place des BSPCE, donc ça c'est il y a 17 ans, donc quelque part là aussi on voulait offrir quelque chose de complémentaire à la rémunération du travail, à quelques personnes ciblées qui arrivaient et qui étaient les fondations, le socle de départ. Et puis ensuite on a ouvert la porte à d'autres personnes, et il y a peu ou prou 4 ou 5 ans, on a mis en place une manco qu'on peut appeler une coopérative. En fait, chaque salarié peut investir plusieurs milliers d'euros avec un système de bourse d'échange avec des clauses de revoyure à fréquence relativement courte pour offrir à l'ensemble des salariés la capacité à être actionnaire d'Amexio. Et ça répond aussi à une problématique que vous avez soulevée, qui est la gestion des talents et attirer les pépites RH et fidéliser. Et fidéliser, voilà, la totale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au marché du private equity pour 2024? De tenir bon, de rester effectivement agile et de finalement faire la démonstration des qualités dans un marché plus chahuté, plus bousculé. C'est là qu'on montre son talent, son courage, son envie. Et je pense qu'on a un certain nombre de choses à faire valoir, et je suis convaincu que mes confrères et Qualium, on va répondre présent aussi dans ces moments plus délicats. Voilà. Sophie, vous avez envie de vous souhaiter quoi? Je rejoins déjà Olivier, Guillaume. On a effectivement le E aujourd'hui. La France est assez en pointe. On a beaucoup travaillé sur le E. Alors chacun a son discours, mais le E est là. Le S effectivement est le point important. C'est vrai que ces mécanismes de partage de valeur, et d'ailleurs nous, le prochain fonds, c'est un mécanisme qu'on peut mettre en place systématiquement de partage de la valeur à l'ensemble des salariés, donc au-delà du management package. Et c'est aussi l'évolution de cette image du private equity qui, même s'il y a eu un gros travail de fait, elle est encore
assez négative quand on regarde en fait les retours dans la presse, et donc je pense que c'est faire évoluer pour encore, faire mieux comprendre en fait ce métier qui reste encore pour beaucoup opaque, pas assez transparent, effectivement, et pas assez tourné vers ce mécanisme, parce qu'on a une responsabilité fiduciaire aussi auprès des entreprises et puis auprès de l'ensemble des parties prenantes. Pour aller dans ton sens, Sophie, nous c'est ce qu'on fait avec ce fonds 3 qui est article 8 pour utiliser le jargon. On n'était pas forcément les plus les plus performants sur toute la problématique carbone, mais en revanche on s'est dit que sur le S, du fait de notre histoire, l'émanation de la Caisse des dépôts, aussi l'état d'esprit des gens qui constituent les effectifs de Qualium, on s'est dit qu'on devait être avant-gardiste sur ce sujet-là, et je sais qu'LBO France et d'autres le font, et en plus il s'avère que la loi française offre un dispositif qui est assez intéressant, parce que le sujet qu'on a souvent, c'est que l'état d'esprit des dirigeants, souvent le partage de la valeur, de l'incentive, il est là, et ensuite on se heurte à la difficulté technique de faire investir des gens, patrimoine modeste, niveau de culture financière modeste, caractère aléatoire de leur vie par leur jeunesse ou leur milieu, fait que faire entrer des gens dans un tour de table avec des titres, etc. Les intentions sont là, mais la réalité pratique pose beaucoup de difficultés. Et donc nous, on fait en fait, on utilise la loi Pacte où en fait, à travers le mécanisme d'intéressement, on promet environ 1 an de salaire. 1 à 2 ans de salaire avec des bonifications fiscales pour l'entreprise et pour le salarié, pour autant qu'il soit présent, pour autant qu'il ait un certain nombre d'années dans l'entreprise, de manière à ce que si tout le monde a le sourire dans le cadre d'une belle opération, l'ensemble des gens qui constituent les forces vives de l'entreprise l'est également. Voilà. Et alors ça suppose, à chaque fois, le diable est dans les détails. Nous, il s'avère qu'on est small, mid cap, France, donc c'est généralisable. Si on est sur des entreprises plus transfrontalières, ça pose d'autres difficultés, des sujets d'équité. Donc voilà, les principes sont là, et j'ai l'intime conviction que le capital investissement en a conscience. Je pense que c'est aussi la meilleure façon de répondre, on va dire à ceux qui perçoivent le capital investissement de manière non positive, en faisant la preuve de cette bienveillance. Voilà. Parfait. Écoutez, on reste sur cette note positive pour se quitter. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été parmi nous pour cette émission spéciale, je le disais, dédiée au duo fonds d'investissement et participation qui fonctionne bien, et qui surperforme même parfois. Merci beaucoup à tous les 4. Merci. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission qui est la seconde du genre. Vous pouvez retrouver la toute première où vous allez pouvoir rencontrer d'ailleurs d'autres duos de fonds d'investissement et de participation performants. Également avec la participation d'Olivier Abergel du cabinet LLBert qui apporte son analyse sur ces duos. Vous pouvez également retrouver des interviews sur le site de Décideur Corporate Finance et Décideur Magazine. Ces duos de fonds, ils vont vous raconter en fait qu'est-ce qui a fait que ça fonctionnait, et comme le diable est dans les détails, c'est important d'avoir la big picture de ces performances assez remarquables. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à très bientôt.